Je vais vous parler des récentes évolutions de l'OCT Whitefield, structurelle et fonctionnelle. On est un petit peu à la croisée des chemins finalement dans l'évolution de l'OCT, et on va avoir des B-scans qui vont être beaucoup plus grands et des fenêtres d'acquisition beaucoup plus profondes. Donc il convient de rappeler la nomenclature qui est finalement la nomenclature des rétinographes classiques, qui est aussi la même pour l'OCT en géographie. On considère qu'on parle d'imagerie grand champ Whitefield quand l'image qui s'étend jusqu'aux vertiqueuses inclus. On parle d'imagerie ultra grand champ quand elle s'étend au-delà des vertiqueuses, et de pan-rétinienne quand l'imagerie s'étend de 360 degrés de l'aura à l'aura. Et donc il faut comprendre un tout petit peu comment ces évolutions ont pu se faire au travers de la technologie de l'OCT. On sait qu'une particularité de la transformée de Fourier vous donne deux images. Vous avez toujours une image à l'écran et toujours une image virtuelle associée. Et la technologie du full range, justement, va permettre de pouvoir s'approprier une partie de l'image virtuelle pour pouvoir agrandir la profondeur d'acquisition, et on passe respectivement d'acquisition de 3 mm à 6 mm, voire à plus. Et donc ça, c'est la particularité justement de cette technologie de full range et de la transformée de Fourier. Et donc, on a pu avoir maintenant des scans de 16 mm, c'est déjà disponible dans le commerce, avec des profondeurs de 6,25 mm, versus sur les OCT conventionnels, on avait des cubes des B-scans de 3 mm, de profondeur de 3 mm et de longueur de 12 mm. Et donc on va pouvoir justement mieux analyser le contenu vitréen, analyser également la périphérie rétinienne. Et donc ici un cas d'un schisis périphérique qui s'étendait quasiment jusqu'en région maculaire, et on va pouvoir aisément aller le chercher avec ces B-scans de 16 mm, ici avec la corrélation avec l'image en optose de cette bulle de schisis périphérique. Un des challenges aussi était de pouvoir analyser de manière précise le vitré, qui est une structure très difficile à imager, structure transparente. Et donc maintenant aussi avec le sweep source, on sait qu'en sweep source on a une déperdition du signal qui est moins importante en fonction de la profondeur, et avec un travail d'image, on peut améliorer la visualisation du contenu intravitréen. Et ici vous voyez bien les fibres prévasculaires, la bourse prémaculaire chez une patiente hypermétrope, et on va pouvoir analyser ça sur des coupes maintenant de 23 mm avec des profondeurs de 5 mm. On peut utiliser même l'OCT en face Whitefield et on va retrouver la bourse prémaculaire, l'aire de Marteggiani, et si vous faites aussi une coupe aussi en verticale, vous aurez le canal de Cloquet, et on retrouve ces structures ici également en B-scan. Et donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre un petit peu à partir de quand arrivent véritablement les modifications du vitré et jusqu'à quand elles s'opèrent. Donc là aussi, c'est toujours difficile d'analyser finalement de manière statique un tissu qui est dynamique. Et donc là aussi, j'ai essayé de donner de la dynamique au vitré, et on sait qu'avec l'âge, on a une connexion entre la bourse prémaculaire et l'aire de Marteggiani. Encore plus loin, le fait d'avoir des scans beaucoup plus profonds, on visualise encore mieux la liquéfaction du cortex postérieur qui va rentrer en contact avec la bourse prémaculaire, et vous voyez également toute la mécanique également des fibres prévasculaires et un début de décollement postérieur du vitré un petit peu plus en périphérie. Et l'enjeu finalement c'est ça, c'est que ces B-scans très longs vont nous permettre de pouvoir analyser la périphérie de l'interface vitro-rétinienne. Et donc on s'est rendu compte que, en regard de ce qui avait déjà été publié par le passé avec les anciennes générations, où on pensait que le DPV arrivait qu'en région périphéro-alvéolaire, on s'est rendu compte que les modifications du vitré arrivaient plutôt vers la 3e décade pour continuer à s'opérer jusqu'à la 6e décade. Et vous voyez, ce patient de 40 ans, on commence à voir un schisis de la hyaloïde postérieure, et on voit que ces modifications vont s'opérer. Et donc on va observer les premières modifications plutôt même au niveau des arcades. Et regardez, c'est ce même patient. Regardez au niveau des arcades, on va observer un décollement en toile de tente de la hyaloïde postérieure, et on voit bien ici ce schisis hyaloïdien encore plus prononcé.
Et donc, c'est un peu finalement l'évolution de l'OCT Wide-Field qui nous a permis de mieux analyser le contenu du vitré, de pouvoir observer les premières modifications du vitré à partir de la troisième décade et de pouvoir analyser les relations entre les cisternes et la bourse maculaire pendant le phénomène de la cinérèse. Donc d'autres OCT maintenant, avec l'OCT Optos, nous permettent également de pouvoir cumuler l'imagerie de 200 degrés avec des B-scan sur une technologie de sweep source. On va pouvoir positionner directement son B-scan dans la zone d'intérêt. Et donc l'intérêt de cette analyse périphérique, c'est de pouvoir mieux individualiser les rapports sur certaines lésions périphériques où parfois il est encore toujours discuté de l'intérêt du laser et de pouvoir apprécier les relations entre les vitrés et ces petites lésions qu'on appelle des tufts. Et donc on va pouvoir préciser tout ça maintenant avec l'OCT Wide-Field. Vous voyez ici, on met en évidence un début de trou dans la région périphérique. Et donc là aussi, d'autres lésions périphériques, on va pouvoir visualiser ces tractions intravitréennes qui finalement vont laisser place à un trou, d'autres petites lésions également avec ces petites tractions. Pour l'OCT Wide-Field, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils qui nous permettent d'avoir des cubes de 12 mm et faire des montages, mais finalement, la moyenne périphérie reste encore très difficile, en tout cas sur nos OCT spectraux. Ici, vous avez un exemple d'un anévrisme circoïde avec une image en optose d'un patient de Madalena. On voit bien les zones d'ischémie périphérique. Et ici, en Solix, le montage de 4 cubes de 9 mm. Donc, on a une fenêtre de 16 mm. Et vous voyez que finalement, c'est une vision relativement limitée de la périphérie. Versus maintenant avec l'OCT Canon, Sweep Source, où là on va pouvoir avoir une visualisation beaucoup plus étendue de la périphérie. Et regardez la superposition, on arrive quasiment à un champ comparable à celui d'Optos. Et en une seule acquisition, désormais, vous allez pouvoir avoir un cube de 23 mm sur 20 mm et même de pouvoir analyser la choroïde et les modifications de type pachychoroïde ou pachyvaisseau, parfois quasiment en montage jusqu'au-delà des veines vortiqueuses. Et là aussi, on va pouvoir analyser la distribution et la topographie cornéenne de manière beaucoup plus précise, permettant également de pouvoir analyser ça en contraste inversé en se rapprochant un petit peu des images de l'ICG. Et donc ici, vous voyez un exemple d'un hémangiome choroïdien que Madalena a traité, et on voit bien également ici la perfusion choroïdienne de cette lésion. Ici, une patiente diabétique de type 1 qui avait eu une importante PPR. Et vous voyez, en un seul cliché, on arrive à obtenir des champs qui sont relativement larges. Ici, vous voyez un patient diabétique avec des territoires d'ischémie relativement étendus, des néovaisseaux prérétiniens. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont disponibles, mais la problématique est toujours finalement le prix. On a d'autres choses qui vont arriver. Le futur proche de l'OCT Wide-Field, il y a d'autres OCT qui arrivent. Donc ici, c'est un OCT chinois de chez Toward Pi. C'est un ancien de chez Optoview. Et regardez, maintenant, on va avoir des B-scans de 24 mm sur 6 mm. Et en une seule acquisition, vous avez un cube de 24 mm. Possibilité d'avoir également une topographie de la choroïde. Donc on va là matérialiser différents cubes et on va pouvoir accéder à la périphérie, ici dans une occlusion de branche, de manière assez aisée. Et on a encore d'autres cas, ici vous voyez le patient qui avait bénéficié d'une PPR, et on voit bien encore quelques territoires avec des zones de néovaisseaux prérétiniens résiduels, et donc on les met très très bien en évidence. Donc ça, c'est une machine qui est en attente d'avoir la FDA et le marquage CE. Notre OCT entre la Chine et les États-Unis, et donc là l'avancée, c'est qu'on va avoir une profondeur de 12 mm. Et regardez, ici vous avez la déchirure avec le décollement, et ici vous voyez la macula, et là on a une profondeur de 12 mm, et là encore ça c'est une sacrée avancée. Des images du segment antérieur jusqu'à 16 mm, et ici des OCT Wide-Field one shot de 26 mm sur 21 mm, et donc vous voyez que l'évolution s'opère, et donc l'OCT angiographie, sa limite était la périphérie, et on voit qu'on est en train de dépasser cette limite avec cette nouvelle génération d'OCT angiographie, et l'OCT angiographie également sur l'IRIS, on a des vitesses d'acquisition qui sont encore plus rapides, et regardez la comparaison entre la vascularisation aérienne et un glaucome néovasculaire avec ce genre d'imagerie. Donc en conclusion, la technologie du Flow Range et du Sweep Source nous permet d'obtenir des fenêtres d'acquisition plus larges, jusqu'à 23 mm, et plus profondes jusqu'à 12 mm,
offrant de nouvelles perspectives dans l'analyse du vitré de la périphérie rétinienne. La nouvelle génération d'OCT angiographie va faciliter l'accès à la perfusion de la périphérie rétinienne avec des fenêtres d'acquisition plus larges, mais à quel prix? Effectivement, la problématique en web source, c'est la qualité de la source, et on va avoir des OCT qui vont coûter relativement cher. Et donc, est-ce que ça sera finalement valable pour le marché actuel? Je ne sais pas. Merci de votre attention. Merci à vous. Donc, ceci